Salut les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez la scène, un gars qui travaille dur, qui prend des heures supplémentaires, qui économise littéralement de l'argent pour emmener sa fiancée à Hawaï, pendant qu'elle est dans l'autre pièce à envoyer des messages à son ex de l'université et à appeler leur relation une pataugeoire pour enfants. Une pataugeoire. Monsieur, vous lui avez acheté une maison. Une vraie maison. Et d'une manière ou d'une autre, c'est vous le type ennuyeux? Et le meilleur dans tout ça? Elle fait exploser une relation de 3 ans, un mariage prévu dans 2 mois, et un homme qui l'aimait sincèrement, tout ça pourquoi exactement? Un gars qui, lui donnait l'impression de se noyer. Ma chérie, ça ce n'est pas du romantisme, c'est un énorme drapeau rouge avec une esthétique Pinterest. Mais c'est là que le karma arrête de jouer et commence à vraiment briller. Restez avec moi, parce que ce qui se passe ensuite est le genre d'histoire qui vous fait vraiment croire que l'univers a le sens de l'humour. Allons-y. Ma fiancée m'a dit qu'elle regrettait d'avoir quitté son petit ami de l'université pour moi. J'ai annulé notre mariage, et maintenant elle est désespérée de me récupérer. Bonjour à tous. Moi, 29 ans, homme, je travaille comme ambulancier. Je suis avec ma fiancée Erika, 27 ans, depuis 3 ans. Elle est institutrice à l'école primaire. Nous devions nous marier au printemps prochain. La maison m'appartient et elle a emménagé il y a environ 1 an. Mais c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Vers février, elle a commencé à agir différemment. Elle passait plus de temps sur son téléphone, ne me laissait pas voir avec qui elle envoyait des messages, allait se coucher plus tôt, et était globalement distante. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle mettait ça sur le compte du stress du travail ou du stress lié à l'organisation du mariage. Le téléphone me dérangeait vraiment. Avant, on était toujours cool à ce sujet. Si le sien sonnait pendant qu'elle était sous la douche, je répondais. Des choses normales dans un couple. Mais soudainement, elle est devenue extrêmement protectrice avec son téléphone. Elle le posait face contre table, l'emmenait aux toilettes, ne le laissait plus charger quelque part où je pouvais le voir. J'ai essayé d'en parler avec elle, mais elle insistait que tout allait bien. Elle disait que j'étais paranoïaque. Alors j'ai pris du recul et j'ai commencé à faire des heures supplémentaires pour économiser de l'argent pour la lune de miel. On avait parlé d'aller à Hawaï puisqu'elle n'y était jamais allée. Donc j'ai laissé tomber l'idée que quelque chose n'allait pas. Je me suis dit que j'étais peut-être parano. J'ai commencé à travailler encore plus pour économiser pour la lune de miel. On parlait souvent d'aller à Hawaï. Elle n'y était jamais allée et avait toujours voulu voir les îles. Je faisais parfois plus de 60 heures par semaine, ce qui signifiait moins de temps à la maison, moins de temps pour remarquer son comportement étrange. Les dernières semaines avant que tout explose, elle était pratiquement une personne différente. Elle continuait à jouer le rôle de ma fiancée, à parler du mariage et de notre futur, mais ça semblait faux. Comme si elle jouait un rôle au lieu d'être réellement enthousiaste à l'idée de m'épouser. Mais j'étais encore dans le déni, je continuais à trouver des excuses. Je pensais qu'une fois le stress de l'organisation du mariage passé, tout redeviendrait normal. Je pensais qu'elle faisait peut-être partie de ces gens qui se sentent dépassés par les grands événements et se referment émotionnellement. J'avais complètement tort sur tout. Le mois dernier, on devait aller dîner dans un restaurant italien qu'elle avait choisi. Rien de spécial, juste un rendez-vous un mardi soir. J'avais hâte de passer enfin un peu de temps de qualité ensemble, puisqu'on s'était à peine vu toute la semaine. Mais elle avait été bizarre toute la journée. Je suis rentré vers 17 h et elle était déjà habillée, assise sur le canapé, fixant simplement son téléphone. Quand je lui ai dit bonjour, elle a à peine levé les yeux. Je lui ai demandé si elle était prête à partir et elle a répondu oui d'une voix plate, comme si elle me faisait une faveur. On est arrivé au restaurant et l'hôtesse nous a installés à une belle table près de la fenêtre. Finalement, je lui ai demandé ce qui n'allait pas pour la 3e fois probablement. Elle a posé son téléphone et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Nerveuse, mais aussi excitée. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. Calvin m'a contacté. Calvin, son ex de l'université. Mon estomac s'est immédiatement noué. Elle m'a dit qu'il l'avait retrouvée sur Instagram il y a quelques semaines. Qu'il pensait à elle et qu'il avait fait une erreur quand ils avaient rompu. Ils avaient parlé. Vraiment parlé. De tout. De la façon dont ils n'auraient jamais dû se séparer. Je lui ai demandé si elle envoyait des messages à son ex depuis des semaines sans m'en parler. Elle a dit qu'au début ce n'était pas comme ça, qu'ils prenaient simplement des nouvelles l'un de l'autre, mais que les anciens sentiments étaient revenus. Ce qu'ils avaient été différents, intenses, passionnés. Puis elle a lâché la bombe. Tu sais quoi, Chandler? Calvin me faisait sentir comme si je me noyais, dans le meilleur sens possible. Avec toi, j'ai l'impression de flotter dans une pataugeoire pour enfants. C'est sûr, peu profond, et incroyablement ennuyeux. Je me demande sans cesse si c'est vraiment ça l'amour, ou si je me contente de toi parce que c'est pratique. Peut-être que Calvin est meilleur pour moi. Et voilà. Elle venait de dire que notre relation de 3 ans était ennuyeuse, que j'étais simplement pratique, et que son ex était meilleur pour elle. Dans un restaurant. Je suis resté assis là pendant probablement 30 secondes à la regarder. Elle avait l'air nerveuse maintenant, comme si elle commençait à réaliser ce qu'elle venait de dire, mais elle ne l'a pas retiré. Très bien, ai-je finalement dit. Maintenant plus rien ne t'en empêche. Son visage est devenu blanc.
Je lui ai dit qu'elle venait de dire que son ex était meilleur pour elle, donc qu'elle aille avec lui. Mais pas en vivant dans ma maison. Elle a essayé de revenir sur ses paroles, mais j'en avais fini. J'ai posé 40 $ sur la table et je lui ai dit que je rentrais à la maison et que je m'attendais à ce qu'elle fasse ses valises quand j'arriverais. Le trajet de retour était irréel. 3 ans ensemble, 6 mois de fiançailles, et elle venait de me dire que j'étais son prix de consolation. Qu'un type qui l'avait largué à l'université était une meilleure option que le gars qui lui avait acheté une maison pour y vivre et qui s'apprêtait à l'épouser. Je repassais ces mots en boucle. Se noyer dans le meilleur sens possible, contre, flotter dans une pataugeoire pour enfants. Sûr. Peu profond. Ennuyeux. Pratique. Ces mots allaient rester dans ma tête pendant longtemps. Quand je suis arrivé à la maison, elle était sur le canapé en train de pleurer, mais j'en avais fini avec ses larmes. Je lui ai dit de commencer à faire ses valises. Elle a essayé de discuter, mais je suis allé dans la cuisine et j'ai annulé notre compte bancaire commun sur mon téléphone pendant qu'elle parlait. J'ai aussi appelé ma banque pour m'assurer qu'elle ne pourrait accéder à rien d'autre. Il lui a fallu environ 2 heures pour faire ses bagages. Je ne l'ai pas aidé. Je suis simplement resté assis à la table de la cuisine et je l'ai laissé se débrouiller. Quand elle a terminé, elle s'est tenue près de la porte avec ses valises, me regardant comme si elle s'attendait à ce que je change d'avis. Elle m'a demandé si je voulais récupérer la bague de fiançailles. Quand j'ai dit oui, elle l'a posée sur la table basse. Avant de partir, elle a dit que c'était fou de jeter 3 ans de relation pour une seule conversation. C'est toi qui as tout gâché, lui ai-je répondu. Moi, je ne fais que nettoyer les dégâts. Et c'était fini. Elle est partie, et je me suis retrouvé soudainement célibataire après 3 ans, assis dans une maison beaucoup trop silencieuse, regardant une bague de fiançailles sur ma table basse, me demandant ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, les appels ont commencé. D'abord ma mère, puis ma sœur Sacha, puis mon père. Les nouvelles vont vite quand on est censé se marier dans 2 mois et que la fiancée déménage soudainement. Je suis resté simple avec tout le monde. Je leur ai dit qu'Erika avait décidé qu'elle voulait être avec quelqu'un d'autre et que je n'allais pas me battre pour ma propre fiancée. Mes parents étaient furieux pour moi. Ma mère voulait savoir s'il y avait un autre homme impliqué, et quand je lui ai parlé de Calvin, elle s'est mise en colère en disant qu'Erika jetait quelque chose de bien pour un fantasme. Mon père était plus pratique. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour contacter les prestataires du mariage ou annuler certaines choses. Sacha a simplement traité Erika d'idiote, ce qui m'a honnêtement fait du bien. L'appel le plus difficile est venu des parents d'Erika. Sa mère m'a appelé en pleurant, me suppliant de régler les choses avec leur fille. Elle disait qu'Erika était simplement confuse et effrayée à l'idée de se marier, que c'était normal d'avoir des doutes. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas simplement du stress avant le mariage, mais elle ne voulait pas écouter. Son père m'a laissé un message vocal disant que j'abandonnais trop facilement et que les relations demandent du travail. Je n'ai rappelé aucun des deux. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que leur fille m'avait dit que j'étais ennuyeux et simplement pratique comparé à son ex. Qu'elle me trompait émotionnellement depuis des semaines? De toute façon, il n'aurait pas voulu entendre ça. Le plus compliqué, c'était nos amis en commun. En quelques jours, les gens ont commencé à me contacter pour demander ce qui s'était passé. J'ai pris une décision très tôt, je n'allais pas dire du mal d'Erika, mais je n'allais pas non plus mentir pour protéger ses sentiments. Quand les gens me demandaient ce qui s'était passé, je répondais simplement « Demandez à Erika à propos de Calvin ». Et je laissais ça comme ça. Cette simple phrase disait tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. La plupart des gens ne sont pas stupides. Ils pouvaient comprendre ce qui s'était passé à partir de là. Et honnêtement, je voulais qu'elle ait à s'expliquer. Je voulais qu'elle dise à nos amis pourquoi elle avait jeté notre relation pour son ex de l'université. La nouvelle s'est répandue rapidement. Notre groupe d'amis n'est pas énorme, peut-être 15 personnes au total. Et en une semaine, presque tout le monde connaissait l'essentiel de l'histoire. Les réactions étaient partagées, mais la plupart étaient de mon côté. Les gars étaient tous d'accord avec moi. Ils comprenaient pourquoi je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui m'avait pratiquement appelé son plan de secours. Certaines femmes, en revanche, pensaient que j'étais trop dur et que j'aurais dû essayer une thérapie de couple ou lui laisser du temps pour comprendre ses sentiments. Mais franchement, hors de question. Je ne vais pas en thérapie pour convaincre quelqu'un de me choisir plutôt que son ex. Je ne vais pas rester assis pendant que ma fiancée réfléchit à savoir si elle veut être avec moi ou avec un autre type. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La pire partie, c'était de gérer toute l'organisation du mariage. On avait déjà versé des acomptes pour tout, la salle, le traiteur, le photographe, le DJ, les fleurs. Certains prestataires ont été compréhensifs quand j'ai expliqué la situation. La photographe, par exemple, a été cool. Elle m'a dit qu'elle faisait des mariages depuis 20 ans et qu'elle avait déjà tout vu. Elle ne m'a facturé qu'un petit frais d'annulation. D'autres ont été beaucoup moins sympathiques. La salle a gardé tout notre acompte, disant qu'il était trop tard pour réserver la date pour quelqu'un d'autre. Le traiteur voulait nous facturer la nourriture que nous avions déjà commandée. Au total, j'ai perdu environ 8 000 $ en acompte et frais d'annulation. 8 000 $ pour avoir le privilège de découvrir que ma fiancée me trouvait ennuyeux. Mais voici le truc, je n'ai pas demandé à Erika de participer aux pertes financières. J'aurais pu l'emmener devant un tribunal pour petite créance pour récupérer la moitié des frais,
mais je voulais une rupture nette. Perdre cet argent était pénible, mais ça valait la peine pour ne plus avoir à m'occuper d'elle. Et les prestataires n'étaient même pas la partie la plus difficile. Le pire, c'était d'appeler tous nos amis et notre famille pour leur dire que le mariage était annulé. Ces conversations étaient brutales. Tout le monde voulait plus de détails, voulait savoir s'il y avait une chance qu'on se remette ensemble. La réaction la plus étrange est venue de certains professeurs de l'école d'Erika. 3 femmes différentes m'ont contacté, non pas pour défendre Erika, mais pour prendre de mes nouvelles et me dire, en gros, qu'elle avait vraiment tout gâché. Ce sont des personnes qui travaillent avec elle tous les jours, et elles prenaient mon parti. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle gérait la situation au travail. Apparemment, elle racontait aux gens que nous nous étions éloignés et que nous avions des visions différentes pour l'avenir. Le genre de mensonge classique pour se faire bien voir. Mais les enseignants sont intelligents, et ils pouvaient probablement voir à travers son histoire. Et puis, si elle se comportait bizarrement au travail comme à la maison, ils savaient sûrement que quelque chose n'allait pas. Environ 2 semaines après son départ, j'ai appris par un ami qu'Erika publiait sur les réseaux sociaux des messages sur le fait de suivre son cœur et de ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite. Ça m'a énervé plus que tout. Elle donnait l'impression que c'était moi qui n'étais pas assez bien, comme si elle m'avait dépassé ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai rien publié pour raconter ma version de l'histoire. Je n'ai pas essayé de rétablir la vérité publiquement. Je me suis dit que la vérité finirait par sortir d'elle-même, et me lancer dans une guerre sur les réseaux sociaux avec mon ex-fiancé n'aiderait personne. Le plus difficile, c'était simplement d'être seul dans la maison. Pendant plus d'1 an, je m'étais habitué à avoir quelqu'un quand je rentrais du travail. Quelqu'un avec qui cuisiner, regarder la télévision, parler de ma journée. Soudain, il n'y avait plus que moi et beaucoup trop de silence. Je me suis plongé dans le travail, prenant des heures supplémentaires dès que je pouvais. Rester occupé m'aidait, et les heures supplémentaires allaient compenser l'argent que j'avais perdu dans les acomptes du mariage. Mon partenaire au travail, Mike, savait ce qui se passait et il a été cool, couvrant pour moi quand je devais appeler les prestataires ou régler des choses liées au mariage. Les gars au travail ont aussi été très solidaires. Certains avaient déjà vécu des divorces et m'ont dit que j'avais de la chance de découvrir qui elle était vraiment avant de l'épouser plutôt qu'après. Ils avaient raison, mais ça faisait quand même mal. Environ 3 semaines après que tout se soit passé, je commençais à me dire que je pourrais peut-être passer à autre chose. Le choc et la colère commençaient à disparaître, et je réfléchissais à ce que je voulais faire ensuite. Peut-être voyager quelque part où j'avais toujours voulu aller. Peut-être rénover la maison. Peut-être simplement me concentrer sur le travail et voir le reste plus tard. C'est là que les choses sont devenues beaucoup plus intéressantes. Pendant environ 6 semaines après tout ça, ma vie était en fait plutôt bonne. Je sais que ça semble bizarre étant donné que mes fiançailles venaient d'exploser, mais écoutez-moi. Une fois passé le choc initial et la colère, j'ai réalisé à quel point un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Plus besoin de me demander pourquoi elle était distante ou pourquoi elle cachait son téléphone. Plus de stress lié à l'organisation du mariage ou de disputes sur la liste des invités et les centres de table. Je pouvais rentrer du travail et simplement me détendre sans analyser chaque conversation pour y chercher un sens caché. J'avais bloqué le numéro d'Erika et tous ses réseaux sociaux juste après son départ, donc si elle essayait de me contacter, je ne le saurais pas. Et honnêtement, je ne voulais pas le savoir. Elle avait fait son choix très clairement quand elle m'avait dit que Calvin était meilleur pour elle. Pour moi, elle pouvait vivre heureuse pour toujours avec son ex de l'université et me laisser tranquille. À cette époque, j'ai commencé à parler avec une infirmière des urgences qui s'appelait Véronica. Rien de sérieux au début, juste des conversations pendant les moments calmes entre les interventions. Elle était sympa, drôle, intelligente, et franchement très jolie. Mais surtout, elle ne semblait pas avoir de drame avec un ex-petit ami fou. Le contraste était frappant. Véronica riait à mes blagues stupides, me posait des questions sur mon travail, se souvenait de détails de nos conversations précédentes. Toutes ces choses basiques dans une relation qu'Erika avait arrêté de faire des mois avant notre rupture. Ça m'a fait réaliser à quel point Erika s'était vraiment détachée vers la fin. Je ne cherchais pas à me lancer dans quelque chose de sérieux tout de suite, et Véronica semblait le comprendre. Nous étions simplement 2 personnes qui appréciaient la compagnie l'une de l'autre, sans pression ni attente. C'était incroyablement rafraîchissant après des années de drame relationnel et de stress liés au mariage. Puis un après-midi, mon ami Joey m'a appelé en riant. J'étais à la maison en train de bricoler quand mon téléphone a sonné, et au début je pouvais à peine le comprendre tellement il riait fort. Mec, a-t-il finalement réussi à dire, tu ne vas jamais croire ce bordel. Joey travaille avec un type dont la petite amie est amie avec l'une des collègues professeurs d'Erika. Le monde est petit, beaucoup de connexions. Bref, apparemment, la nouvelle de ce qui s'était passé entre Erika et Calvin lui était parvenue. Ton ex s'est fait larguer, m'a-t-il dit en riant encore. Calvin l'a largué. Je me suis assis sur mon canapé en essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Comment ça, il l'a largué? Je veux dire qu'il s'est servi d'elle pendant environ 6 semaines, puis il lui a dit qu'il ne l'aimait plus vraiment. Qu'il voulait juste vérifier ce qu'il ressentait ou une connerie comme ça. L'ironie était incroyable. Après tous ces discours sur leur grande histoire d'amour et leur connexion passionnée,
Calvin s'était simplement servi d'elle pour une aventure avant de la jeter. Encore une fois. Exactement comme à l'université. D'après la source de Joey, Calvin avait été assez direct. Il aurait dit à Erika que se remettre avec elle lui avait fait réaliser qu'ils avaient tous les deux trop changé depuis l'université, que ce qu'ils avaient eu était probablement juste de la nostalgie, et qu'il ne voyait pas d'avenir avec elle. En gros, quelque chose qu'elle aurait dû comprendre avant de détruire ses fiançailles. Et attends, ce n'est pas tout, continua Joey. Apparemment, elle l'appelle sans arrêt pour qu'il change d'avis. Le mec a dû bloquer son numéro. En entendant ça, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Une partie de moi se sentait confirmée dans ce que je pensais. J'avais eu raison, Calvin était un type minable qui allait la blesser encore une fois. Une autre partie de moi avait envie de rire devant l'ironie de la situation, elle goûtait enfin à sa propre médecine. Mais surtout, je me sentais soulagé d'avoir échappé à cette balle. Les jours suivants, j'ai appris encore plus de détails par le bouche à oreille. Apparemment, Erika avait publié sur les réseaux sociaux des messages sur apprendre à s'aimer soi-même et connaître sa valeur, juste avant que Calvin la largue. Puis soudain, tous ces messages ont disparu et elle est devenue silencieuse en ligne. Au travail aussi, elle disait aux gens qu'elle explorait ce que le véritable amour signifie et qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Ses collègues enseignantes l'avaient soutenue au début. Mais quand la vérité est sortie sur le fait que Calvin s'était simplement servi d'elle, certaines d'entre elles se sont senties assez mal à l'aise par rapport à la façon dont elle avait géré toute l'histoire. Ma sœur Sacha m'a aussi raconté que la mère d'Erika avait appelé ma mère en pleurant, disant que sa fille traversait une période difficile et demandant s'il y avait une chance que j'accepte de parler à Erika. Ma mère lui a répondu poliment mais fermement non. Elle lui a dit qu'Erika avait fait son choix et qu'elle devait maintenant en assumer les conséquences. Environ une semaine après l'appel de Joey, j'étais à l'épicerie quand je suis tombé sur l'une de nos amies communes, Lisa. Elle avait été à notre fête de fiançailles et devait être demoiselle d'honneur. C'était incroyablement gênant de la voir, mais elle a été plutôt cool. Je veux juste que tu saches, m'a-t-elle dit, que la plupart d'entre nous pensent que tu as très bien géré la situation. Ce qu'Erika a fait était vraiment mal, et tu avais parfaitement le droit de partir. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Parfois, quand on est au milieu d'un drame, on commence à se demander si on a réagi trop fort ou si on a pris la mauvaise décision. Mais entendre quelqu'un qui nous connaît tous les deux dire que j'avais fait le bon choix était rassurant. Lisa a aussi confirmé ce que j'avais entendu à propos de Calvin. Elle pensait vraiment qu'il allait tout quitter pour être avec elle, m'a-t-elle dit. Elle parlait même de vivre ensemble et tout. C'était complètement délirant. Apparemment, Calvin vivait à environ 3 heures de route, avait sa propre vie, son travail, et probablement d'autres femmes qu'il voyait. L'idée qu'il allait tout abandonner pour une femme qu'il avait déjà larguée une fois était franchement ridicule quand on y réfléchissait. Mais c'est ce qui arrive quand on construit une fantaisie dans sa tête, basée sur la nostalgie et l'infidélité émotionnelle. On se convainc que son ex était cette personne parfaite qui nous a échappé, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un être humain imparfait qui vous a déjà montré une fois qu'il ne voulait pas être avec vous. Quelques jours plus tard, Erika a commencé à essayer de me contacter. Elle appelait depuis différents numéros puisque j'avais bloqué le sien. Je n'ai répondu à aucun. Puis elle s'est présentée à la caserne où Joey travaille à temps partiel, lui demandant de me transmettre un message disant à quel point elle était désolée et qu'elle avait fait une énorme erreur. Joey lui a dit d'aller se faire voir. Il m'a raconté plus tard qu'elle avait l'air dans un sale état, comme si elle n'avait ni dormi ni mangé correctement. Une petite partie de moi se sentait mal pour elle, mais une plus grande partie pensait qu'elle méritait chaque instant de misère qu'elle ressentait. Quand se présenter au travail de mon amie n'a pas attiré mon attention, elle a décidé d'essayer une autre approche. Elle a écrit un énorme message sur Facebook à propos de notre relation et de notre rupture. Je ne l'ai pas vu directement puisque je l'avais bloqué. Mais Sacha en a fait une capture d'écran et me l'a envoyé. Le message était complètement fou. Une réécriture totale de l'histoire. Selon sa version, je ne l'avais jamais vraiment aimée et je n'avais pas pu accepter qu'elle ait un passé amoureux. Elle disait que je l'avais abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de soutien et que j'étais trop immature pour gérer les problèmes d'une relation adulte. Pas un seul mot sur Calvin. Pas une seule mention du fait qu'elle m'avait dit que j'étais ennuyeux et pratique comparé à son ex. Juste un tas de mensonges pour faire croire que j'étais le problème et qu'elle était la victime. Mais les commentaires étaient assez brutaux. Plusieurs de nos amis communs l'ont interpellé pour avoir réécrit l'histoire. Quelqu'un a écrit « Tu ne l'as pas quitté pour ton ex ». Une autre personne a répondu « Ce n'est pas du tout comme ça que je me souviens de l'histoire ». Même des gens que je ne connaissais pas disaient que son récit ne tenait pas debout. Elle a supprimé la publication après quelques heures, mais le mal était fait. Tout le monde avait vu qu'elle essayait de se donner le beau rôle en me faisant passer pour le méchant, et la plupart des gens n'y croyaient pas. C'est là que j'ai compris qu'elle était vraiment désespérée. Quand quelqu'un commence à inventer des histoires sur les réseaux sociaux pour salir son ex, c'est qu'il a touché le fond. Et j'étais incroyablement content de ne plus faire partie de ce chaos. Mon 30e anniversaire est arrivé environ 3 mois après que tout se soit passé. Normalement, je ne suis pas très fan des fêtes d'anniversaire. Pour moi, c'est juste un jour comme un autre. Mais ma famille a toujours fait une énorme affaire des anniversaires, surtout des anniversaires importants. Et ils n'allaient certainement pas me laisser l'ignorer juste parce que je venais de redevenir célibataire.
J'avais commencé à voir Véronica plus souvent pendant le mois précédent. Quand j'ai mentionné ma fête d'anniversaire, elle semblait enthousiaste à l'idée de rencontrer ma famille, ce qui était bon signe. Le jour de la fête, je me suis réveillé en me sentant plutôt bien. 30 ans. Propriétaire de ma maison. Un travail solide. De bons amis. Et je fréquentais quelqu'un qui ne pensait pas que j'étais ennuyeux ou simplement pratique. Franchement, ce n'était pas une mauvaise situation. Bien meilleure que celle dans laquelle je pensais être quelques mois plus tôt, quand j'étais stressé par l'organisation du mariage et par les humeurs étranges d'Erika. Véronica est arrivée vers 3 heures avec un incroyable gâteau au chocolat qu'elle avait fait elle-même. Elle se souvenait que j'avais mentionné une fois que je détestais le goût artificiel de la plupart des glaçages industriels, alors elle avait tout préparé elle-même. Ces petites attentions comptaient plus pour moi qu'elle ne l'imaginait probablement. Ma mère l'a adoré immédiatement. Elles ont passé presque 20 minutes à parler de la recette du gâteau et de cuisine en général. Mon père faisait griller des hamburgers et a invité Véronica à goûter sa sauce secrète, qu'il ne partage normalement avec personne. Sacha m'a pris à part et m'a chuchoté qu'elle l'approuvait, ce qui était énorme, parce que Sacha n'a jamais aimé aucune de mes petites amies. Le contraste avec la façon dont Erika se comportait lors des réunions familiales était assez frappant. Erika donnait toujours l'impression qu'elle me faisait une faveur en venant, comme si passer du temps avec ma famille était une corvée qu'elle devait supporter. Elle était polie mais distante, regardait constamment son téléphone, et se plaignait ensuite de la durée des réunions ou du fait que mon père racontait toujours les mêmes histoires. Véronica, elle, semblait vraiment s'amuser. Elle demandait à ma mère des histoires embarrassantes de mon enfance, riait aux blagues nulles de mon père, jouait au cornhole avec Tom et se débrouillait très bien. Elle s'intégrait parfaitement, comme si elle venait aux réunions familiales depuis des années. Vers 18 heures, nous étions tous assis autour du brasero que mon père avait construit l'été dernier. Bonne nourriture, bonne compagnie, quelques gars racontant des histoires sur des interventions stupides qu'on avait eues au travail. Je me disais que c'était peut-être l'un des meilleurs anniversaires que j'avais eu depuis des années. Certainement meilleur que celui de l'an dernier, quand Erika avait passé tout le temps sur son téléphone et avait à peine reconnu que c'était mon anniversaire. C'est alors que quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Au début, je pensais que c'était peut-être un voisin venu se plaindre du bruit ou nous demander de déplacer des voitures. On avait été assez bruyant et c'était un samedi soir. Mais quand j'ai ouvert la porte, Erika se tenait sur mon porche avec un cadeau emballé et ce grand sourire faux, comme si rien ne s'était jamais passé entre nous. Joyeux anniversaire, Chandler. Je l'ai simplement regardée. Elle avait l'air différente. Plus mince, comme si elle ne mangeait pas correctement. Des cernes sous les yeux, comme si elle ne dormait pas bien. Ses cheveux étaient aussi différents. Plus courts, comme si elle les avait coupés elle-même ou était allée dans un salon bon marché. Elle essayait de paraître heureuse et confiante, mais je pouvais voir le désespoir derrière. « Qu'est-ce que tu fais ici, Erika ? Je t'ai apporté un cadeau. Est-ce que je peux entrer une minute ?» La conversation derrière moi, dans le jardin, était devenue plus silencieuse. Les gens devaient se demander qui était à la porte et si tout allait bien. La dernière chose que je voulais, c'était amener ce drame dans ma fête d'anniversaire avec ma famille et Véronica présente. Tu ne peux pas simplement te présenter ici sans être invité. Je sais. Mais c'est ton anniversaire, et je me sentais mal qu'on ne se parle plus. Je voulais juste te donner ça, et peut-être qu'on pourrait parler quelques minutes. Elle a tendu le cadeau comme si c'était une sorte d'offrande de paix, probablement quelque chose qu'elle avait acheté des mois plus tôt, quand nous étions encore ensemble, avant qu'elle décide que Calvin était meilleur que moi. Toute la situation était irréelle. Mon ex-fiancé se présentant à ma fête d'anniversaire après m'avoir dit que j'étais ennuyeux et pratique, après s'être fait larguer par le gars pour qui elle m'avait quitté. Parler de quoi ? De nous. De la façon dont j'ai été stupide. De combien ce qu'on avait me manque. J'ai éclaté de rire, ce qui semblait la surprendre. Tu regrettes ce qu'on avait ? Tu veux dire la relation ennuyeuse et pratique ? La pataugeoire pour enfants ? Son visage est devenu rouge. Elle espérait probablement que j'avais oublié cette remarque, ou que le temps aurait atténué l'impact de ces mots. Mais on n'oublie pas quand quelqu'un qu'on aime vous dit que vous êtes son plan de secours. Elle a essayé de revenir sur ses paroles, disant qu'elle était bouleversée quand elle avait dit ça, qu'elle ne le pensait pas vraiment. Mais nous savions tous les deux qu'elle le pensait. Les gens ne disent pas des choses aussi précises et blessantes à moins d'y avoir réfléchi depuis un moment. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte derrière moi et que Véronica est sortie. Tout va bien ici ? L'expression sur le visage d'Erika était inestimable. Elle est passée de l'espoir à la surprise puis à la colère en environ 2 secondes. On pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête. J'étais censé être assis chez moi, misérable et seul, attendant qu'elle revienne. Je n'étais certainement pas censé être passé à autre chose, surtout pas avec quelqu'un qui était clairement attirant et sûr d'elle. Qui est-ce ? La voix d'Erika est devenue forte et aiguë. Véronica s'est présentée calmement. Elle a dit qu'elle devait être Erika. Elle était incroyablement professionnelle, ne mordant pas à l'hameçon et ne se laissant pas entraîner dans le drame. Elle a simplement reconnu la situation et est restée calme. Tu sors déjà avec quelqu'un d'autre ? Erika parlait de plus en plus fort. Ça fait 2 mois. En réalité, ça fait presque 3 mois depuis que tu as choisi Calvin plutôt que moi, ai-je corrigé.
Et oui, je fréquente quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. C'est là qu'Erika a complètement explosé. Elle s'est mise à crier que je ne m'étais jamais battu pour notre relation et que je l'avais remplacée comme si elle ne signifiait rien pour moi. Projection classique. C'était elle qui avait jeté notre relation pour son ex, mais d'une manière ou d'une autre, c'était moi le méchant parce que j'avançais dans ma vie. Véronica est restée là, visiblement mal à l'aise mais sans reculer. Elle n'a pas essayé de se défendre ni de se disputer avec mon ex. Elle est simplement restée calme et a laissé Erika se ridiculiser sur ma pelouse. Les cris ont attiré l'attention du jardin. Mon père est arrivé par le côté de la maison pour voir ce qui se passait. Il a jeté un regard à la situation et a dit à Erika qu'elle devait partir. Quand elle a refusé et a continué à crier, Sacha est sorti aussi et lui a dit de quitter notre propriété avant qu'ils appellent la police. Ma famille n'avait jamais vraiment aimé Erika, mais ils avaient été polis pour moi. Maintenant que nous n'étions plus ensemble, ils n'avaient plus besoin de faire semblant. Sacha, en particulier, n'avait aucune patience pour ce genre de conneries et ne se gênait pas pour le dire. Mais Erika n'avait pas fini. Elle était maintenant en pleine crise, réalisant probablement que son grand geste ne se déroulait pas comme prévu. Elle avait sûrement imaginé arriver avec un cadeau, que je serais tellement reconnaissant qu'elle veuille me récupérer que j'oublierais tout ce qui s'était passé. Au lieu de ça, elle était en train de hurler contre ma famille pendant que ma nouvelle petite amie regardait la scène. Pas exactement les retrouvailles qu'elle espérait. Finalement, elle est partie en trombe vers sa voiture. Mais avant d'y monter, elle s'est retournée une dernière fois. C'est ridicule, Chandler. Tu ne penses pas que ce serait simplement plus facile si on se remettait ensemble? On a 3 ans d'histoire. Je l'ai regardée, debout là, le mascara coulant sur son visage, tenant un cadeau d'anniversaire pour une relation qu'elle avait elle-même détruite. 3 mois plus tôt, cette femme était ma fiancée. Maintenant, c'était une étrangère en train de faire une crise sur ma pelouse parce que j'avais eu l'audace de continuer ma vie. Plus facile pour qui, lui ai-je lancé? Parce que, pour moi, tout semblait plutôt facile en ce moment. Elle est montée dans sa voiture et est partie en faisant crisser les pneus comme une adolescente en pleine crise de colère. Je suis retourné à ma fête, où Véronica m'a serré la main sans poser de questions. Ma famille était énervée mais s'en est vite remise. Le reste de la soirée a été vraiment agréable. Comme si la visite d'Erika avait été une sorte d'intermède étrange que nous avions tous décidé d'ignorer. Je n'ai jamais ouvert son cadeau. Je l'ai jeté à la poubelle le lendemain matin sans même regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Quoi que ce soit, je n'en voulais pas. Ce chapitre de ma vie était fermé, et aucun cadeau d'anniversaire ni geste dramatique n'allait le rouvrir. Environ un mois après l'incident de mon anniversaire, j'ai appris par le bouche à oreille qu'Erika était retournée vivre chez ses parents. Apparemment, elle ne pouvait pas se permettre son propre logement avec son salaire d'enseignante sans quelqu'un pour partager les dépenses. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait abandonné une relation avec quelqu'un qui possédait sa propre maison et avait une carrière stable pour un gars qui s'était servi d'elle pendant 6 semaines avant de la larguer. J'ai aussi entendu dire qu'elle avait pris un congé de son travail d'enseignante. Je ne sais pas si c'était volontaire ou si l'école le lui avait suggéré après que son comportement soit devenu trop instable. Mais ça n'a pas dû être facile d'expliquer à ses collègues pourquoi elle était soudain célibataire et de retour chez ses parents après avoir été fiancée seulement quelques mois plus tôt. Joey continuait de me tenir au courant des ragots, probablement plus que ce dont j'avais besoin. Apparemment, Erika essayait de reprendre contact avec d'autres hommes de son passé, pas seulement Calvin. Comme si elle passait en revue une liste d'ex en espérant que l'un d'eux accepterait de la reprendre. C'est assez triste quand on y pense. Mais c'est ce qui arrive quand on brûle des ponts sans raison valable. La partie la plus drôle, c'était d'apprendre comment Calvin avait réagi quand il avait entendu parler de sa visite à ma fête d'anniversaire. Apparemment, quelqu'un lui avait raconté qu'elle s'était présentée chez moi et il était furieux. Il l'avait traitée de folle et avait dit à des amis communs qu'il était content d'être parti quand il l'avait fait. Le type qui l'avait convaincu de me quitter parlait maintenant mal d'elle à qui voulait l'entendre. C'est ça, les gars comme Calvin. Ils sont très forts pour convaincre les femmes de prendre de mauvaises décisions, mais ils disparaissent dès que les choses deviennent compliquées. Il lui avait rempli la tête d'histoires sur leur amour épique et sur le fait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, puis il s'était volatilisé dès qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Et maintenant, il agissait comme si elle était le problème. Mais honnêtement, j'ai assez vite cessé de me soucier du drame d'Erika. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer, comme construire quelque chose de réel avec Véronica et faire avancer ma carrière. Toute cette situation m'avait appris ce que je voulais vraiment dans une relation, quelqu'un qui me choisit en premier, pas quelqu'un qu'il faut convaincre que je mérite son temps. Environ 6 mois après notre rupture, Véronica et moi avons décidé d'emménager ensemble. Elle passait déjà presque tout son temps chez moi, et financièrement cela avait du sens pour nous deux. Mais surtout, cela semblait naturel. Je n'étais pas nerveux à propos de l'engagement ni inquiet qu'elle change d'avis. Quand on est avec la bonne personne, ces décisions semblent naturelles au lieu d'être forcées. Puis, 2 mois plus tard, je suis tombé sur l'une des collègues d'Erika à l'épicerie. Lisa, la même qui m'avait dit que j'avais bien géré la situation. Elle m'a dit qu'Erika enseignait de nouveau, mais dans une autre école à l'autre bout de la ville. Apparemment, elle avait besoin d'un nouveau départ, loin des gens qui connaissaient toute l'histoire avec Calvin.
Lisa m'a aussi dit qu'Erika posait des questions à mon sujet, voulant savoir si j'étais toujours avec cette infirmière et si j'avais l'air heureux. Le fait qu'elle continue à se renseigner sur ma vie par l'intermédiaire d'amis communs me disait qu'elle n'allait probablement pas aussi bien qu'elle voulait le faire croire. Mais ce n'était plus mon problème. J'étais complètement passé à autre chose, j'avais construit une nouvelle vie avec quelqu'un qui voulait vraiment être avec moi, et je ne m'intéressais pas au drame permanent dans lequel Erika semblait encore se débattre. Certaines personnes apprennent de leurs erreurs et grandissent. D'autres continuent de faire les mêmes mauvais choix en se demandant pourquoi leur vie ne s'améliore pas. La robe de mariée qu'elle avait achetée devait probablement encore être suspendue dans le placard de ses parents quelque part, rappel coûteux de la vie qu'elle avait jetée pour une illusion. Pendant ce temps, je construisais quelque chose de réel avec quelqu'un qui pensait que je valais la peine de me battre pour moi, au lieu de me voir comme un plan de secours. 1 an après notre rupture, Véronica et moi nous sommes fiancés. Rien de grandiose ou de dramatique, juste une demande en mariage tranquille pendant un week-end que nous avions prévu ensemble. C'est alors qu'Erika a finalement rompu son silence. Elle m'a envoyé un long message depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Elle avait probablement emprunté le téléphone de quelqu'un puisque je l'avais toujours bloqué. Le message était un véritable roman, rempli d'excuses, d'explications et de supplications pour avoir une dernière chance de s'expliquer. Elle disait qu'elle suivait une thérapie et qu'elle avait réalisé qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Que Calvin avait été une illusion et que moi, j'étais la réalité. Qu'elle avait passé l'année entière à penser à moi tous les jours et à regretter tout ce qui s'était passé. Elle affirmait qu'elle était prête à se battre pour nous maintenant et voulait me rencontrer pour parler de nous remettre ensemble. Je n'ai pas répondu à ce message. Je n'ai même pas accusé réception. Erika avait déjà dit tout ce qu'elle avait à dire 1 an plus tôt quand elle m'avait expliqué que Calvin était meilleur pour elle. Rien n'avait changé, sauf que son plan de secours s'était effondré et qu'elle réalisait que les bons gars ne restent pas éternellement à attendre. Erika m'a appris ce que je ne veux pas dans une relation. Véronica m'a montré ce que je veux vraiment. Et ça vaut tout. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Chandler a géré ça presque trop bien, honnêtement. La plupart des gens dans ce restaurant auraient soit fondu en larmes, soit fait une scène. Lui, il a simplement posé $40 sur la table, lui a dit de commencer à faire ses valises, puis il est rentré chez lui et a annulé leur compte bancaire commun. Froid, calculé, terminé. Pas de supplication, pas de « parlons-en », pas de seconde chance. Et vous savez quoi? Tant mieux. Parce que ce qu'Erika a dit n'était pas un simple lapsus, c'était quelque chose qu'elle pensait depuis un moment. On ne sort pas ce genre de comparaison comme ça, à moins de l'avoir déjà répété dans sa tête. Maintenant, Erika, écoutez, je ne vais pas complètement la diaboliser, parce que je pense qu'elle s'est sincèrement convaincue que ce qu'elle avait avec Calvin était une sorte d'histoire d'amour inachevée. Et les réseaux sociaux, la nostalgie, et un gars qui glisse dans vos messages privés peuvent transformer un mardi banal en scène de film. Mais voici la vérité brutale, elle a confondu l'intensité avec la profondeur. Cette sensation de « se noyer » qu'elle poursuivait, c'est de l'anxiété, pas de l'amour. La « pataugeoire pour enfants » de Chandler s'appelait en réalité sécurité, respect et stabilité. Elle ne l'a simplement reconnu que lorsqu'elle l'a perdu. Et Calvin? Calvin n'a jamais été le vrai sujet. Calvin n'était qu'une excuse qu'elle utilisait pour éviter d'affronter ce qui lui manquait réellement à l'intérieur d'elle-même. Et il l'a prouvé en moins de 6 semaines. La leçon ici est douloureusement simple, ne brûlez pas quelque chose de réel en poursuivant quelque chose qui ne fait que sembler réel. Les sentiments de passion et d'intensité finissent par s'estomper. Ce qui reste, c'est la personne qui est là pour vous, qui fait des heures supplémentaires pour payer votre lune de miel et qui vous achète une maison. C'est ça, ce qui compte vraiment. La façon dont vous traitez les gens pendant une rupture en dit long sur votre caractère. Chandler ne l'a jamais humilié publiquement. Erika, elle, a réécrit l'histoire sur Facebook. Et les gens l'ont remarqué. Chandler n'a pas gagné parce que le karma est intervenu, même si c'était satisfaisant à voir. Il a gagné parce qu'il n'a jamais cessé d'être la personne qu'il a toujours été. Et c'est sincèrement l'une des formes de force les plus sous-estimées qui existent. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.